Ok. construire sa navigation. Donc là, ça va aller un petit peu plus vite. Je pense que ça va être peut-être un peu plus parlant pour vous, en tout cas. Donc, alors, voilà, diapo suivante, construire sa navigation. Alors, déterminer les points tournants. Donc là, on commence à parler un petit peu de vocabulaire, hein, un vocabulaire un peu technique. Les points tournants, bon, c'est un peu pompeux, mais c'est le nom qu'on emploie. Donc, j'emploie les mêmes mots. Hein. Le point tournant, c'est en fait chaque point tournant qui vont construire la navigation. Hein. Donc, les points tournants sont placés le long du tracé de la route. Alors, j'insiste bien sur la route. La route, dans le vocabulaire aéronautique, c'est sur le papier. D'accord. La route, c'est le cap. Enfin, pardon. La route, c'est, je dirais, en degré, c'est la route à prendre pour aller du point A au point B. Le cap, c'est ce que va prendre l'avion pour suivre la route. Et le cap, lui, ben, par rapport à la route, il va être influencé par le vent. C'est ça la différence entre le cap et la route. Prenons le cas où le vent est nul. Ben, s'il n'y a pas de vent, la route et le cap sont exactement la même chose. Donc ces points tournants sont placés le long d'une route qui va permettre de relier le terrain de départ au terrain d'arrivée. Euh, Ensuite, alors on fait un petit clic, les branches. Alors, les branches sont les tronçons appelés routes qui relient chaque point tournant de la navigation. J'ai bien mis en rouge en fait vraiment les notions de vocabulaire aéronautique. Quand on parle de branches, c'est ça, c'est ce qui relie chaque point tournant. Et ensuite, un petit clic, il est impératif de définir pour chaque branche une distance, une route, une durée et une altitude de sécurité. On évolue en 3 dimensions. Donc la distance, c'est la première dimension. La route, ben, ça va être en fait quel est, je dirais le cap, quelle est la route magnétique en degrés que je devrais prendre pour rejoindre le point suivant. La durée, ben oui évidemment la durée, puisque en fait en aviation la durée est vraiment prépondérante pour pouvoir déterminer l'arrivée du point suivant. Et l'altitude de sécurité, parce qu'on est obligé de tenir compte effectivement de la troisième dimension, qui est l'altitude. Alors il n'y a pas simplement un problème de relief à passer, mais aussi de zones. Hein. Vous avez vu qu'il y a des zones qui sont interdites de survol, mais moyennant, si vous dépassez l'altitude sur laquelle la sécurité est estimée, vous pouvez le franchir facilement. Par exemple, une centrale nucléaire en France, en général, hein, ça dépend de l'altitude à laquelle se trouve la centrale, mais une centrale nucléaire, en général, c'est 4500 pieds. Donc, en dessous de 4500 pieds, si vous passez sur la centrale, on vous envoie les Mirage 2000, et si vous passez au-dessus, vous êtes peinard, vous pouvez faire des photos, mais voilà, c'est complètement absurde, mais c'est comme ça. De même, il faut prendre soin que chacune de ces branches ne traverse pas une zone ou une classe interdite. Hein. Voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc les deux petits crobards en bas, ben, la partie gauche, voilà, on voit une carte de navigation avec un track qui détermine en fait la route qu'on va prendre. Et la droite, eh ben, c'est le log. Alors, diapo suivante, construire sa navigation. Donc on va parler des cartes. Les cartes de navigation. Bon, là, ça va aller très vite parce qu'il y a une partie, je vous la renvoie sur le tuto. Donc, bouton suivant. Alors, voilà. Alors, lecture d'une carte OACI. En fait, je tape pas en touche, mais pour diminuer la durée de cette séance, j'étais obligé de faire ça parce que sans quoi, rien que les cartes OACI, on pourrait faire une séance là-dessus. Donc, je vous renvoie donc sur le tuto qu'a fait notre ami Graou sur Horizon VFR. Hein, vous avez l'adresse. C'est très très bien fait. En fait, il explique tout simplement, tout simplement avec beaucoup de talent d'ailleurs, comment les cartes aéronautiques sont construites. Hein. Contrairement à une carte routière qui elle travaille à plat, la carte aéronautique en fait elle travaille sur les 3 dimensions. Et la dimension d'altitude, on peut sur une carte c'est compliqué parce que à part de faire une carte en relief, ça va être difficile. Donc il va falloir mentaliser l'altitude sur le plat. C'est pour ça que sur chaque valeur qui sont notées sur les cartes, vous avez toujours un chiffre en bas, un trait, un chiffre en haut. Hein. Prenons par exemple, et après je m'arrête là, prenons par exemple les valeurs qui se trouvent le plus en haut à droite de la carte. En haut à droite de la carte, il y a marqué consulter les données historiques. Juste en dessous, vous avez marqué TMA Provence 10 E. D'accord, E parce que c'est de la classe éco. Et ensuite, vous avez 2 chiffres, FL 115 bar FL 075 et 120 550. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans toute cette zone-là, vous êtes dans la zone qui s'appelle TMA Provence 10, c'est son nom. Alors, en réalité, bon, on s'en fout un peu, mais bon, on a son nom. Dessous, 120.55, eh ben, c'est la fréquence sur laquelle il va falloir se mettre pour être contrôlé dans cette zone-là.
Mais vous voyez que si vous êtes entre le FL 075 et le FL 115, vous êtes dans une classe E. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a tronçonné la zone. C'est-à-dire que la zone, ça va du sol au niveau 75, du niveau 75 au niveau 115 et du niveau 115 jusqu'au niveau 195, puisque le VFR s'arrête au 195. Donc, pour chacune de toutes les zones, de tout ce que vous voyez à l'écran, vous voyez qu'il y a souvent 2 chiffres. Donc, ces chiffres-là, c'est ce qui va vous donner en fait la verticalité de la carte. Voilà, je passe à l'étape suivante, parce que là, on perdrait trop de temps à détailler. Pareil, si ça intéresse, on peut faire un cours rien que là-dessus, s'il y a un besoin particulier. La carte suivante, alors la diapo suivante, c'est la lecture d'une carte VAC. Donc ça va un peu plus vous parler, parce que ça, on l'utilise aussi pas mal. Et il y a des petits points de détail que j'avais envie d'aborder avec vous. Alors, selon l'importance des installations aéroportuaires, évidemment, les cartes VAC peuvent être déclinées en plusieurs parties. Évidemment, le tout petit terrain de campagne, vous allez avoir juste que la première carte, hein, donc la première image à gauche. Bon, là, c'est Montpellier. J'ai volontairement pris un gros terrain, mais sur un petit terrain, Montpellier-Candiargues, par exemple, vous allez avoir qu'une page. La première page que vous voyez là, et puis vous aurez éventuellement au verso des petites explications. Bon, là, le terrain de Montpellier-Méditerranée, c'est un gros terrain, donc il y a plusieurs pages. La première page, c'est la situation générale. La deuxième, on voit un peu plus la piste d'un peu plus près. La troisième, on voit la piste et le terrain encore plus près. La quatrième, alors carrément, on est zoomé quoi, sur les emplacements de parking. Hein, et je pense que s'il y en avait une cinquième, on verrait même les zones d'herbe. On pourrait compter les pâquerettes. Donc, si on clique sur la diapo suivante, on va voir la première carte. D'accord ? Celle-là, on la retrouve à peu près sur tous les terrains français, qu'ils soient gros ou petits. Il y a des informations, comme tout à l'heure avec le métard, pour décoder la météo. Vous allez voir que là, finalement, ça paraît un peu confus tout ce truc-là, mais en réalité, une fois qu'on sait où il faut chercher, ça va très très vite. Vous voyez qu'en rouge, je vous ai marqué les données géographiques, la latitude, la longitude du terrain, son altitude également, c'est important. C'est une valeur qui est hyper importante, l'altitude. Connaître quand même l'altitude à laquelle on va se poser, c'est quand même fondamental. Et puis surtout, vous allez avoir la déclinaison magnétique. Alors ça, j'en parle même pas parce que sinon, je vais partir en vrille complet et je vais pas vous saouler avec ça. Donc ça, on en parlera plus tard si ça vous intéresse, mais pas ce soir. Le clic suivant, ce sont les fréquences utiles. Alors les fréquences, quand je parle de fréquences, effectivement, il y a des fréquences qui sont des fréquences audio, hein, de communication, avec laquelle on va communiquer avec notre bouche. Après, il y a la fréquence NAV, qui est une fréquence aussi de communication, mais là, pour le coup, c'est pas nous qui communiquons en fréquence NAV, ce sont nos instruments. Les instruments, essentiellement les VOR et les ILS. Et ensuite, la dernière information utile, c'est les TPH et le téléphone. Alors, prenons par exemple la première ligne, l'ATIS. L'ATIS qui est le butin météorologique, le fameux ATIS. Si vous avez Active Sky, mettez-vous sur 122.00 et vous entendrez l'ATIS. C'est assez extraordinaire. D'ailleurs, à une époque, j'avais récupéré par Jean-Pierre Joyeux les waves en français. Parce que c'est plus facile d'écouter l'ATIS en français qu'en anglais. Parce qu'effectivement, Active Sky, par défaut, est en anglais. Il faudrait que j'essaie de retrouver ça. C'est plus facile. Alors, vous mettez sur 124, 125 et puis vous avez un robot, ou plutôt un contrôleur qui répète sur une bande sonore l'information ATIS. Donc, il va vous donner toutes les informations météorologiques, des observations et accessoirement vous donner des informations complémentaires pour vous dire attention, aujourd'hui, taxiways en herbe sont fermés parce que la veille, il a fait une pluie torrentielle. Donc, les taxiways en herbe sont détrempés. Donc, on ne peut rouler que sur les taxiways en dur, par exemple. Vous avez à côté le numéro de téléphone. Donc ça, c'est vachement pratique hein, parce que je suis à Avignon, je vais me poser à Montpellier. Bon, ça c'est un exemple un peu bidon, mais bon, imaginons. Plutôt que vous faites le numéro de téléphone avec votre portable et vous avez l'ATIS. Faites-le chez vous ce soir si vous voulez. Appelez le 04 67 13 11 70 et vous entendrez l'ATIS en live de Montpellier Méditerranée. Voilà. Dessous, on a la fréquence FIS, la fréquence approche, la fréquence tour, la fréquence sol. Voilà. Ça, ce sont les fréquences COM. Et sur l'en bas à droite du cartouche, vous avez la fréquence NAV, qui est la fréquence ILS de la piste 30 droite, qui est sur 108,55. Voilà, si vous voulez utiliser l'aide à l'atterrissage, vous avez les valeurs des fréquences qui sont affichées là.
Toutes ces valeurs-là, on les retrouve évidemment sur des applications comme SDVFR ou sur le GPS, le GTN 750 par exemple, vous avez exactement les mêmes informations. Un petit clic suivant, alors là, attention, c'est la varicelle, il y a des points rouges partout, c'est les points de report VFR. Donc les points de report, vous voyez, je les ai mis, novembre, novembre éco, novembre whisky. Comme j'ai expliqué, ceux qui ont fait le vol dimanche, qui ont fait le golfe de Lyon, puisqu'on a transité par là, quand on a fait Nîmes, Saint-Éliot-Cadie, on est arrivé par Alpha Mike, on est arrivé par Alpha Mike, Golf Mike, de Golf Mike, on a tiré sur Sierra Whisky et Sierra Fox, et après on a tiré sur 7. Donc vous voyez les points. Donc ce sont des points qui portent le nom de la valeur cardinale du point, N pour novembre, nord, nord-ouest, c'est novembre whisky. Et puis quand il y a des points intermédiaires un peu à la con, on les nomme avec le nom du lieu. Par exemple Golf Mike pour la Grande Motte et Alpha Mike pour Aigues Mortes. Voilà. Vous voyez que pour chacun de ces points, en fait, on a le nom du point, évidemment, c'est toujours mieux. Et puis on a un flanquement, c'est-à-dire, alors là j'anticipe sur la leçon prochaine, c'est-à-dire que pour la valeur du point, prenons par exemple, alors un point où j'ai pas mis du rouge et qui nous emmerde la vie, qu'est-ce qu'on a? Allez, Alpha Mike. Alpha Mike, par exemple, on voit qu'il est sur le radial 0,95 degrés à 9,5 de FJR, c'est le VOR. Le VOR qui est au bord de la piste, au nord de la piste, là, la grande piste, il y a un VOR. Si je suis à 95 degrés de ce VOR, à 9,5 nautiques, je passe Alpha Mike. On appelle ça des flanquements, ça fera l'objet de la prochaine leçon. Voilà. Donc là, on a les points de report. Donc quand je suis avec le contrôleur, que je passe Aigues Mortes, il me dit rappeler Golf Mike, je sais que Golf Mike, parce que j'ai la carte sous les yeux, je sais que c'est la Grande Motte. Voilà. Voilà à quoi ça sert d'avoir les points de report sur la carte. Et petite question, tu as dit que tu avais fait Golf Mike jusqu'à Sierra Whisky. Donc là, tu tires tout droit, quoi, entre les deux. Exactement, parce que si tu regardes, entre Golf Mike et Sierra Whisky, il y a Peanuts. Les traits verts, alors bon, j'ai pas commenté, les traits verts, c'est pour les hélicos. Donc nous, on n'est pas concernés. D'accord. Nous, on est noirs, nous, on n'est pas verts. Donc, pour aller de Golf Mike à Sierra Whisky, il n'y a pas 36 solutions. De toute façon, ce qui va se passer dans la réalité, pour quelqu'un qui connaît pas du tout l'installation, quand il va arriver à Alpha Mike, la tour va lui dire rappelez Golf Mike. Voilà. Et puis, arrivé à Golf Mike, voilà, Fox, bidule truc, Golf Mike 1500 pieds. Il va dire rappeler Sierra Whisky. Donc quand la tour dit rappeler Sierra Whisky, ça veut dire que j'y vais en ligne droite. Je vais pas commencer à aller à la pêche. Je vais passer à Candiargue, je vais faire le tour du château d'eau. Non, je tire droit. Donc en fait, tu suis tout simplement le trait de côte. C'est-à-dire que tu vas passer Carnon, Palavas et tu vas arriver à Sierra Whisky. Voilà. Voilà pourquoi effectivement il n'y a pas de trait noir parce qu'on estime que en fait, si tu veux, cette carte, elle sert à quoi? Elle sert à se poser ou à décoller. Elle sert à ça, cette carte. Nous, dans le cas d'un transit, si le transit n'est pas dit publié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un trait de transit, en fait, le transit est libre. On pourrait très bien, par exemple, arriver à Golf Mike pour raison de trafic important qui se poserait, par exemple, sur la piste 30, c'est-à-dire à la grande piste, dans le sens sud-nord. C'est-à-dire que tu imagines un gros avion qui arrive au-dessus de la baie du golfe d'Aigues Mortes, là, il va se poser. Et aujourd'hui, ils se sont donné le mot, les avions, ils sont bite à cul, ils se posent les uns derrière les autres. Le contrôleur, il te voit arriver à Golf Mike, il se dit, bon, ce mec avec son petit coucou, il va nous casser les couilles là, parce qu'il va couper les axes de piste facilement. Pour aller de Golf Mike à Sierra Whisky, il va falloir couper les axes. Comment je vais faire? Est-ce que je le fous vachement bas pour que les autres lui passent au-dessus? C'est ce qui se passe en réalité. Ou alors, ce mec à la radio, je le sens pas, il m'a l'air hésitant, il va me faire une couillonnade. Qu'est-ce que je fais? De Golf Mike, le mec, le contrôleur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'envoyer à Figière. Il va t'envoyer sur les pistes au niveau du VOR. Tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, tu vas prendre le trait vert de l'hélico. Et il est sûr qu'une fois au-dessus des pistes, tu risques pas d'emmerder grand monde, puisqu'au-dessus des pistes, tu seras tellement haut que de toute façon, les avions, ils vont se poser en dessous de toi. Et au-dessus des pistes de FJR, il te fera partir sur Sierra Whisky. C'est-à-dire qu'au lieu de tirer de Golf Mike à Sierra Whisky direct, tu feras une espèce de baïonnette par le point Hôtel Echo. Voilà. C'est une éventualité. D'accord. Voilà. Donc, je poursuis.
un petit clic et les informations complémentaires, c'est quoi? Bon, c'est plein de petits trucs, on va pas tout commenter, mais vous voyez les petits pointillés, par exemple, entre Syrah Whisky et Eco Syrah, tout à fait en bas, 1000 pieds max. Vous êtes à Syrah Whisky, par exemple, puisque vous arrivez, imaginons, on arrive de Perpignan, je passe Syrah Whisky, je vais aller à Marseille. Donc pour aller à Marseille, c'est un peu con de passer par Golf Mike, Alpha Mike et après revenir encore. Donc de Syrah Whisky, vous demandez, on souhaiterait faire une directe Eco Syrah. Donc ils vont dire ok, pas de souci, mais à 1000 pieds max. Donc de Syrah Whisky à Eco Syrah, ben, vous aurez le droit de passer par là, mais pas plus de 1000 pieds. Pourquoi 1000 pieds? Parce que on va couper les axes de la piste et on veut s'assurer qu'il y ait une séparation suffisante entre vous qui passez au ras de l'eau et les gros coucous qui s'arrivent en l'air et qui vont se poser sur la grande piste. Voilà le genre d'informations qu'on peut retrouver. Petite question, quand on parle de séparation, c'est vertical, on est d'accord? Séparation verticale, oui, toujours. Enfin, il y a de la séparation horizontale aussi, mais là, dans le cas présent, c'est de la séparation verticale, oui. 500 pieds minimum. 500 pieds minimum. Oui, Filippo, c'est pas la première fois que je vois, par exemple, remarque sur le point Sierra Alpha, le trait noir, il se termine par un spaghetti. W à l'envers. Spaghetti. Ah ouais, c'est ça. Ça correspond à quoi? C'est pas la première fois que je vois ça. C'est l'échelle qui n'est pas respectée. Tout simplement. Quand il y a une espèce de spaghetti, ça veut dire qu'entre le point Eco Sierra et le point Sierra Alpha, dans la réalité, il n'est pas dans la carte, il est un peu à l'extérieur de la carte. Si tu veux. Dans la réalité, d'accord. Ok, ouais. C'est une compression de. Voilà, d'accord. Ok. C'est le non-respect de l'échelle. Regarde, pour te dire que c'est ça. Regarde le point Eco Sierra. Il est à 9,3 nautiques du Vord de Fréjorgue. Sierra Alpha est à 13 nautiques, c'est-à-dire à 3 nautiques 7 de plus, quoi. Tu vois bien que 3 nautiques 7 sur le petit bout de trait, ça peut pas correspondre à 3 fois le grand trait qui est entre Eco Sierra et machin. Tu vois, machin. Voilà. Ok, bien sûr. Oui, voilà. Parfait. Merci. Donc je poursuis un petit plus. Alors un petit clic sur la souris. Voilà. Hop, et là on passe sur la carte recentrée. Vous avez vu, on a changé de carte. Là, on est un peu plus recentré sur le terrain. Cette carte-là n'est utile que pour les gens qui vont se poser atterrir. Si vous transitez, on s'en bat l'œuf. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dessus? On l'avait déjà vu sur la séance sur les tours de piste. On va avoir dans un premier cas, oui, c'est ça, hauteur et sens du tour de piste. Donc, pour chacun des avions, si on va se poser sur la 30 droite pour l'avion qui est à droite ou sur la 12 droite pour l'autre petit avion, ben on voit que dans les deux cas, c'est 1000 pieds. Alors, le premier 1000 pieds, ben, ça veut dire que je suis à l'altitude de 1000 pieds. Et entre parenthèses, c'est la hauteur sol. Évidemment, comme le terrain est au niveau 0, les deux sont les mêmes. Donc hauteur et sens de tour de piste, main gauche ou main droite, je vous renvoie sur la leçon des tours de piste. Un petit clic de plus, on a les procédures particulières. Vous voyez par exemple que là on a une procédure particulière pour le départ sur la 30 gauche. Vous voyez que dès qu'on a décollé, il faut obliquer sur le côté pour éviter d'emplafonner la zone de bleuté qui est entortillée dans l'axe de la piste. Voilà. Grosso modo, dès qu'on décolle, il faut viser le petit château d'eau et laisser l'aréna sur la gauche. Le clic suivant, on a les pistes préférentielles. Pareil, je vous renvoie à la leçon sur les tours de piste. Vous savez que quand il y a le numéro de la piste qui est entouré par un cercle, c'est la piste de préférentielle. Ça veut dire que s'il n'y a pas de vent, ou que le vent n'est pas significatif, c'est-à-dire faible, c'est d'office, on se posera sur ces pistes-là. Il n'y a même pas besoin de se poser la question de quoi que ce soit. Mais de toute façon, comme Montpellier est un terrain qui est contrôlé quasiment H24, on n'a même pas le truc de se dire, tiens, si je me posais en 30, il n'y a pas de vent. De toute façon, la tour, celle qui va vous contrôler. Parce qu'imaginez que vous ayez un avion pour une raison X ou Y qui vienne de Paris. Je parle d'un gros avion, un gros porteur, un gros avion. Prenons les A320 qui se posent tous les jours à Montpellier. Il faut savoir que quand vous arrivez de Paris, vous arrivez de la gauche de la carte, évidemment. Donc, si le vent est nul, on va pas demander à l'avion de dépasser le terrain, de faire un grand virage au-dessus de l'eau et venir se poser sur la 30, sous prétexte que la 30, elle est préférentielle. On est d'accord, il y a des contraintes économiques qui dépassent un petit peu la logique aéronautique. Ce qui veut dire que, dans ce cas présent, si vous avez un gros avion qui arrive de Paris, on va lui donner la 12, plutôt que s'emmerder à faire un virage et poser en 30. Donc, si le gros avion, lui, se pose en 12, vous allez pas arriver avec votre bousin derrière, tiens, moi, je arrive en 30 parce qu'il n'y a pas de vent, quoi. On est d'accord. Donc, il y a la piste préférentielle, ça, c'est sur le papier. Après, il y a la réalité des faits sur le terrain. Clic suivant. Le numéro des pistes et les QFU, pareil, je vous renvoie à la leçon tour de piste. On a le numéro de la piste qui apparaît et son QFU, c'est-à-dire son angle par rapport au nord. D'ailleurs, regardez sur la piste 30 droite qui est à 304 degrés. Ils ont été sympas.
ils nous ont mis la petite flèche pour nous indiquer le nord. Voilà, pour que la piste, le dessin soit bien à l'horizontale. Donc le nord, évidemment, lui, il est un peu incliné. Dessous, on a toujours les informations. Alors, excusez-moi, il faut cliquer. Voilà. On a le numéro des taxiways, les noms des points d'arrêt et les noms des parkings. Donc taxiway, on prend le plus à gauche. On a T6, T5, T4, T3, T2, T1. C'est quand vous utilisez la TC du simulateur, vous savez que vous avez le truc imbuvable, la TC du simulateur, qui vous dit pour rouler au point 30, alors rouler au point d'arrêt 30 droite, prenez les taxiways, Lima 3, Tango 4, Tango 3, Tango 5, Tango 8, Victor, machin. À la fin, vous savez plus où vous en êtes, c'est le white total. Dans la réalité, le contrôleur, si vous êtes à Fox, au parking Fox, c'est le F que vous avez dessiné, au parking Fox, qui est le parking aviation générale, c'est pour ça que je le nomme celui-là. Parking Fox, il vous dira rouler par Lima 3 et rappelez à Victor. Donc de Fox, vous allez rouler à Lima 3. À Lima 3, vous allez tourner à droite à Tango 3 et vous allez vous arrêter à Victor. Voilà. Pourquoi Lima 3? Pour vous éviter d'aller chercher le Mike, qui est plutôt le taxiway réservé aux gros avions, qui est face au terminal. Un clic suivant, on a les données sur les pistes. Donc pareil, je vous renvoie à la leçon sur les tours de piste, où on a pour chaque numéro de piste son QFU, ses dimensions de longueur et de largeur. Attention, ce sont des mètres et non pas des pieds. Ensuite, vous avez la surface, si elle est revêtue, si elle est en herbe. Vous avez la résistance. Alors ça, pour nous, on s'en branle un peu, mais c'est en fonction, si vous voulez, du tonnage de l'avion. On va vous dire, regardez, prenez par exemple la 30 droite ou la 30 gauche. Vous voyez que la 30 droite, c'est réservé à des gros avions. Donc on voit qu'on a une résistance de 46 tonnes. Si par exemple, vous prenez la 30 gauche, on n'a plus qu'une résistance de 4 tonnes. Donc si vous posez un A320, ce qui est impossible sur la 30 gauche, l'avion, il va se poser, il va s'enfoncer. Il va s'enfoncer dans la piste, quoi. Voilà. Bon, nous, on n'est pas trop concernés par ces trucs-là. Voilà, et après on a la TODA, la distance disponible au décollage, la LDA qui est la distance disponible à l'atterrissage, à landing. Voilà. Ça, c'est les données sur les pistes. On clique un coup de plus et on arrive sur les cartes du sol. Donc ça, c'est assez spécifique à ce genre de terrain. Sur les petits aérodromes, évidemment, cette partie-là n'existe pas. Pas besoin de savoir où il faut se garer. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai pris volontairement la carte à droite des stationnements qui nous concerne, nous, aviation générale. C'est le parking Fox et le parking Echo. Bon, en général, on est parqué en Fox. Voilà. Donc quand vous arrivez à Montpellier, on va vous dire, roulez parking Fox. Et vous mettez où vous voulez. Une fois que vous êtes garé, vous bloquez les pneus et vous dites Fox, Bravo Mike Papa Lima, en Fox 3, prêt pour quitter. Donc elle sait que vous êtes garé en Fox 3. Voilà. Il peut arriver, personnellement, ça m'est jamais arrivé de mémoire, qu'on me dise rouler au Fox 2. Franchement, on se gare où il y a de la place et puis c'est tout, quoi. Les contrôleurs, ils vont pas s'emmerder. Contrairement aux gros avions où, en fonction de leur envergure, ils sont obligés de leur donner des emplacements spécifiques. Bon, nous, par rapport à ça, on est quand même beaucoup plus light. Et sur la carte de gauche, on a les mouvements à la surface, d'accord, ou ce qui nous permet en fait de voir, pareil, d'une façon plus détaillée. On voit le nom des taxiways, on voit le nom des points d'arrêt, on a les données par rapport au nord, on a la position de la manche à air ou des manches à air. Ça, c'est assez utile quand on fait des verticales terrain pour vérifier quelle est la manche à air, où c'est qu'elle est positionnée, etc., etc. Voilà. Bon, pas rentrer trop dans les détails, mais c'est assez, je dirais, facile à comprendre. Au moins que vous ayez des questions particulières. Non. Bon, on passe à la carte suivante, qui est qui sont les consignes particulières. Donc ça, en général, c'est le genre de truc, même dans le monde réel, il y a des gens, ils arrivent plus jusque là, tu vois, ils arrêtent avant. Et c'est vachement important quand même, parce que là-dessus, vous allez avoir toutes les informations qui sont particulièrement importantes pour quelqu'un qui n'y a jamais mis les pieds. Prenons par exemple sur la partie gauche de l'écran, on a une rubrique qui s'appelle conditions d'utilisation de l'AD, et un peu plus bas, toujours en gras, il y a danger à la navigation aérienne. Voilà. Et vous voyez, aérodrome susceptible d'être envahi en quelques minutes par la brume de mer. Bon, ça, ils se font pas chier. Tous les aérodromes qui sont bord de mer en France, ils ont droit à cette phrase. Comme ça, on a ouvert le parapluie. Si vous faites un piégé par la brume, vous ne pouvez pas dire que vous le saviez pas. Voilà. Bon. Après, aéroport situé dans une zone importante pour la concentration des oiseaux. Bon, ça, c'est pas, par contre, ça peut être effectivement utile. On n'a jamais mis les pieds là-bas. Bon, il faut faire attention au niveau risque aviaire. Il y a des risques. Voilà. Bon, après, vous parlez des chauves-souris. Bon, après, il faut carrément faire un bac animalerie pour s'y retrouver. Mais bon, bref.
Ça donne pas mal d'informations. On a des informations sur les procédures particulières pour les arrivées, pour les départs. Ça, c'est quand même assez intéressant à savoir. Par exemple, pour les transits, on peut savoir des fois sur certains terrains dans les transits. D'ailleurs, vous l'avez. Procédure de transit, c'est sur la partie de droite au niveau du rectangle rouge que j'ai mis. Vous voyez, sur la gauche, il y a marqué procédure de transit. Donc, on vous demande qu'il faut appeler le SIV et on vous demande de faire un itinéraire, vous voyez, en dessous de 2250 pieds. Donc, si j'arrive à la Johnny B. Good à la 5000 pieds, je vais me faire jeter comme un malpropre. On va dire, oh, Pépère, t'as pas lu que c'était 2250 max? Voilà. Donc, c'est quand même important quand même de lire ce genre de choses. Bon, en simulation, on s'en tamponne un peu quand même, hein, mais bon, je me fais part de vous expliquer tout ça quand même. Par contre, ce qui va vous intéresser en simulation, c'est le descriptif des points de report. C'est pour ça que je vous ai souligné en rouge. Ce descriptif, souvent on dit, ouais, mais ces points, Golf Mike, bon, c'est quoi ce truc-là? Bon, et puis c'est la Grande Motte, mais oh, la Grande Motte, ils ont une chier de buildings. Bon, ben voilà, la Grande Motte, en fait, c'est le Nord échangeur routier. Voilà. Donc, l'autre jour, quand on a fait d'ailleurs le transit, ceux qui étaient avec moi, hein, vous vous souvenez, je vous ai dit, attention, Golf Mike, si vous voulez savoir où il est, c'est l'échangeur, le méga rond-point qui est à la sortie de la Grande Motte. Le point Golf Mike, il est là. Alpha Mike, Aigues-Mortes, bon, c'est grand quand même, Aigues-Mortes. Hein. Bon, ben là, ils vous mettent rempart de la cité médiévale. Bon, c'est assez généraliste parce qu'en réalité, véritablement, le point Alpha Mike, c'est le donjon. Mais enfin, on s'en tamponne un peu, quoi. Mais ce descriptif-là, ça va vous permettre effectivement d'avoir, en plus des coordonnées latitude-longitude, d'avoir le nom du point correspondant pour situer au maximum ces points-là. Vous avez peut-être des questions ? Mais oui, justement, quand un point de compte rendu comme ça, si t'es pas du coin, ta tour, ton machin, à part en allant voir avant de partir, je sais pas moi, sur Google Maps à quoi ça ressemble, moi j'en sais rien quoi. Faut être de la région pour identifier clairement. Surtout la cathédrale de Magdalene. C'est ce que je veux dire, quoi. Quand tu fais. Tu as raison. C'est un peu comme la balade qu'on a fait dimanche. On a un parcours. Si j'ai pas mon plan de vol dans ma tablette, mes points tournants, c'est pas facile à identifier quand c'est des petits châteaux cathares paumés. C'est un peu la même idée, quoi. Les points de report, si je peux me permettre, t'es obligé de les savoir. Moi, je me souviens à Logne, il y a le transit de Melun, c'est un triangle avec la voie TGV. Il faut que tu arrives à la prendre parce qu'en fait, tu as les points de recoupement par les VOR. Mais ça, Philippe en parlera. Et à ce moment-là, il faut borner avec des VOR. D'accord. Donc l'idée de regarder sur Google Maps, par exemple, en photo satellite, pour identifier plus finement, avant, c'est pas idiot, quoi. Ah non, mais c'est tout l'objet de la séance d'aujourd'hui. T'as vu, en préambule, j'avais dit, pourquoi préparer un vol, en gros? On s'en branle, qu'on monte dans l'avion, comme en bagnole, et roule ma poule, on verra bien. Cette notion de préparation, là, on y est en plein dedans, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, je sais que je vais faire un vol comme on a fait dimanche, où on va transiter Montpellier, c'est le cas de cette carte-là. Il est intéressant de savoir que les 4 points qu'on va passer, qui sont Alpha Mike, Golf Mike, Sierra Whiskey et Sierra Fox, savoir à quoi ils correspondent. Bon, ça c'est une réalité. Après, il y a ce que je vous dis d'une manière académique, je dirais, écolière, rigoureusement réglementaire, voilà. Et il y a ce qui est fait dans la réalité. Ça peut dire dans la réalité, ce qui est fait, c'est nul et c'est pas bien. C'est simplement qu'il faut savoir une chose. En VFR, on ne peut pas t'imposer de passer à la verticale d'un point. D'accord ? C'est pas de l'IFR. D'accord, le point de report, il est juste là pour éviter que les gens y volent n'importe comment à l'arrache et transitent les zones n'importe comment. Le passage d'un point n'est pas soumis à une exactitude de la verticale du point, hormis recommandations spécifiques de la tour pour des raisons qui lui sont propres, parce qu'il y a un gros souci, il faut absolument que tu passes à ce point-là et pas à côté. Donc, il faut savoir qu'un point en VFR, la tolérance est de 2 nautiques. C'est énorme, 2 nautiques, ça fait presque 4 bornes quand même. Hein. C'est pas rien, quoi. Donc, ça veut dire que tu as une tolérance d'1 nautique de rayon autour du point. Donc, quand tu prends Golf Mike, par exemple, qui est le rond-point, l'échangeur autoroutier, si tu prends 1 nautique de ce rond-point, au maximum, tu es encore au-dessus de la mer, quoi.
Donc, il faut pas non plus se pignoler sur les points passés à la verticale. Alors évidemment, maintenant avec les GPS et tout embarqué, tu peux te faire plaisir, tu te fais des hyper verticales. Mais là, s'il y avait mon chef pilote de l'aéroclub, il te dirait c'est dangereux, il faut surtout pas faire ça et surtout pas. Et d'ailleurs aujourd'hui, les instructeurs commencent à changer leur façon de voir les choses. Alors ça, je pense que c'est au niveau des GAC, ENAC que le message passe. On demande aux élèves pilotes PPL aujourd'hui de ne pas rechercher la verticalité des points de report. Pourquoi ? Parce que ces points de report, tu as vite compris que c'est des coupe-gorges. Parce qu'à force que tout le monde passe dessus, tu as plus de chances de te tamponner un avion sur un point de report parce qu'il faut que tout le monde passe par là. Moi, j'ai pas beaucoup d'expérience sur Paris. J'ai fait un vol à Paris, le tour de la CTR, enfin, toutes les zones de Paris. On est parti de Logne, justement, on est monté à Pontoise, on est descendu par Rambouillet, Melun, et on est remonté. Et j'ai le souvenir d'un VOR qui est le VOR de Rambouillet. Alors pour les Parisiens, putain, Rambouillet. Alors le collègue m'a dit, tu vois, ce VOR-là, c'est le VOR le plus dangereux de la plaque parisienne parce que c'est un point de passage de tous les avions. Tous les coucous, ils passent au-dessus, quoi. Et en fait, on a pour recommandation d'éviter de faire la verticale de ce VOR parce que la problématique, c'est qu'à force que tous les avions transitent par les mêmes points et surtout à des altitudes qui sont souvent les mêmes, le risque, c'est de se taper dedans. Donc, je rejoins, si tu veux, la difficulté de trouver de ces points de report. C'est très bien, avant de faire un vol, de regarder sur Google Earth pour voir à peu près où c'est. Mais il faut pas non plus rentrer dans la psychotage du point de report VFR. L'essentiel, c'est de savoir le repérer sur une carte, de voir que le point, il se situe sur ta carte un petit peu à gauche ou un petit peu à droite du trait de côte. Il se trouve sur un axe routier. C'est un château d'eau. C'est des choses comme ça, quoi. Donc, c'est des repères à vue. Donc ça suffit. D'ailleurs, en général, quand tu dis au contrôleur un tel au point d'arrêt, enfin, on passe Alpha Mike, oui, on passe, mais on passe, t'y es passé, tu vas passer, t'es dessus, t'es à côté. Ça veut tout dire et rien dire, on passe Alpha Mike. Hein, t'as des gens qui disent souvent vertical tel point. Et puis en fait, tu sais pertinemment que le gars il est pas vertical parce que 30 secondes après, il passe vertical. Tu vois, donc il s'annonçait avant de passer la verticale. Moi, il y a un truc que j'aime bien, enfin c'est mon instructeur qui me l'a dit, c'est très bien si tu veux rester flou et à la fois flou et à la fois donner des indications d'autres pilotes, tu t'annonces toujours travers, quoi. Travers nord, travers sud. Ou travers est ou travers ouest du point. Donc ça permet de dire tiens, ce mec là il passe pas au-dessus du point, mais il est à gauche ou il est à droite du point, tu vois. Et ça c'est pas mal. C'est pas mal parce que si l'autre, toi par exemple, moi je fais un transit de Montpellier, je dois passer les points, par exemple, je fais simple, Novembre Sierra direct. Et l'autre côté, il y a un autre avion qui fait Sierra Novembre. On est tous les deux à la même altitude. Si on passe tous les deux les points Novembre Sierra, forcément au milieu on va se toucher, quoi. C'est sûr, hein, on peut pas faire autrement, hein, c'est des maths. Hein. On aura les mêmes directions opposées de 180 degrés et à la même altitude on va se toucher. Donc l'intérêt de faire la verticale des points, elle est pas du tout judicieuse. Justement, il faudra mieux passer un petit peu à gauche ou un petit peu à droite. Donc en général, d'ailleurs, on passe toujours à gauche du point. On laisse le point toujours sur sa droite. Voilà, c'est mieux. Bon, après. Tu as des transits comme Ajaccio. Quand on fait le transit à Ajaccio en VFR, pour éviter ce problème-là, parce que là, pour le coup, là, autant, je te dis là, il faut pas, tu peux passer. Autant Ajaccio, en Corse, ils aiment bien qu'on passe bien au vertical des points, les îles sanguinaires, par exemple, pour le point whisky d'Ajaccio. En fait, là, on a fait, sur les cartes VAC, un transit nord et un transit sud. C'est-à-dire que si je vais dans un sens, je suis à 1500 pieds, et si je suis dans le sens opposé, je suis à 2000 pieds. Comme ça, on est sûr que les avions ne pourront jamais se toucher. On a les 500 pieds de séparation. Voilà. Mais ne te prends pas trop le chou avec ces points de report. Hein. C'est des aides à la navigation. Mais en aucun cas, de toute façon, un contrôleur ne peut t'imposer de passer ce point-là. Ouais. En fait, ces points de report, au départ, ils ont été faits exclusivement quand les conditions météorologiques sont dégradées pour voler notamment en VFR spécial. Voilà. VFR spécial, c'est-à-dire des conditions météo très marginales. Oui. Mais en fait, après, l'idée suivante, c'était non pas les points de report, mais les points tournants sur ta navigation, comme le dimanche dernier. Dans la vraie vie, quand tu fais un plan de vol comme les châteaux Qatar, donc un truc où tu es en pleine terre, comment tu sais quand tu dois tourner, comment dire, visuellement, le point qui te sert de point tournant, tu le connais pas parfaitement, par exemple. Alors, est-ce que le GPS est obligatoire? Alors, j'ai cru comprendre que tu es censé démerder sans.
Mais comment Oui, t'y non, retrouver, quoi? En fait, on se démerde sans. Ça, c'est l'intégriste du vol à papa, quoi. Parce que si tu voles dans une région que tu connais bien, que tu fais, Merci pour le vol à papa. non, mais je veux dire, non, mais le gars, Ah, je rigole. c'est des gens qui sont allergiques à la technologie, quoi. Mais bon, évidemment, si tu voles à petite vitesse, à très très basse altitude, style paramoteur, tout ça, t'as pas besoin d'un GPS. Maintenant, quand tu commences à voler avec des machines qui sont assez rapides sur des longues distances, c'est quand même un confort. Faut arrêter, quoi. C'est un confort. Néanmoins, tu me poses une question, je vais t'y répondre. Alors, je t'y répondrai plus facilement avec les 2-3 diapos qui vont suivre, hein. Justement, c'est bien, ça me fait une transition. En réalité, comment on fait un vol? En fait, dans l'absolu, un vol, on te l'apprend à le faire avec ce qu'on appelle le cap et la montre. C'est-à-dire que tu élabores un log de navigation, c'est ce qu'on va voir maintenant, puisqu'on vient de voir les cartes, on va voir comment on fait le log à partir des cartes. Et ce log de navigation va m'afficher tous mes points tournants. Et entre chaque point tournant, comme je l'ai dit au début de la présentation, il y a quoi? Il y a une altitude entre chaque point, l'altitude dite de sécurité, pour éviter de me plafonner une zone ou de me manger en relief. Il y a une distance, d'accord? Mais surtout, il y a un temps, parce que cette distance, elle n'a aucune signification, puisque la machine, ce qui nous intéresse, c'est dans combien de temps je vais arriver au point suivant. Et là, j'en arrive à la notion de la montre. C'est-à-dire que quand j'ai passé mon premier château, alors, je décolle d'un aérodrome. Bon, je sais que je dois prendre un cap au 90 pendant 6 minutes. C'est marqué sur mon log. Je regarde ma montre, et sur mon log, je note l'heure qu'il est. Il est midi. Donc, à midi 6, je dois arriver sur et que je maintiens mon cap alors, ça nécessite évidemment de faire ce qu'on appelle de la maintien machine, hein. Les paramètres, il faut les tenir. C'est la base du pilotage. C'est pour ça que les premiers cours de PPL, on t'apprend à tenir un cap et à tenir une altitude. Parce que si t'es pas capable de tenir un cap, que quand tu pars au 90, au bout de 3 minutes, t'es déjà au 150, t'es pas prêt d'arriver, quoi. Tu vois, non, mais, il y a quand même des étapes à franchir. Mais, je pars d'un point. Je sais que le point suivant, il me faut 6 minutes pour y aller. Je regarde l'heure qu'il est sur le log, je marque l'heure à laquelle je suis passé au départ. Pendant 6 minutes. Je regarde l'heure. Ah, dans 1 minute, je devrais pas tarder à arriver. J'ai maintenu mon cap. Bon, on fait simple, il n'y a pas de vent, hein. J'ai maintenu mon cap. Ah, tiens, je le vois, le château. Putain, je suis un peu trop à gauche. Je rectifie mon truc. Et au-dessus du château, je note l'heure qu'il est. Ah, 6 minutes. Ah, ben, j'ai mis 6 minutes. Impeccable. Ah, quel cap je prends? Je prends un cap au 150. Je vire au 150. Et je regarde sur mon log. Ah, le prochain point, il est dans 3 minutes. Bon, je regarde l'heure. Bon, midi 6. À midi 9, il faut que je sois au prochain château. Et puis j'arrive au prochain château, putain, mais au bout de 3 minutes, je le vois pas. 4 minutes. Ah, 5 minutes, ça y est, je le vois. J'ai mis 2 minutes de plus. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que j'ai un vent de face qui m'a fortement ralenti, et par rapport aux 3 minutes que j'avais prévues, j'en ai mis 2 de plus. Donc je peux déterminer quelle est ma composante de vent de face qui m'a fait changer ce qu'on appelle le facteur de base. C'est-à-dire qui m'a fait changer ma vitesse de déplacement de l'avion par rapport au sol. Et etc., etc., etc. Et en fait, avec une montre, un compas et un log de navigation, si tu es un bon navigateur, tu as besoin de rien d'autre. Tu n'as pas besoin de VOR, tu n'as pas besoin de GPS, tu n'as pas besoin d'ADF, tu n'as besoin de rien, quoi. Je veux dire, à l'époque de l'aéropostale, quand ils partaient à Dakar depuis Toulouse, les gars, ils avaient le compas et basta, quoi. Hein, ils se démerdaient comme ça. Bon, malheureusement, pour au bout, il y en a beaucoup qui sont pas arrivés au bout, mais je veux dire par là que tous les outils qui existent aujourd'hui, on peut s'en passer. Mais après, il faut pas non plus tomber. Enfin, moi, je suis plus de la génération numérique. C'est-à-dire que franchement, au jour d'aujourd'hui, si on a des outils, autant les utiliser. C'est quand même idiot de pas les utiliser. Néanmoins, c'est quand même intéressant aussi de ne pas utiliser que les outils, parce que le problème qui se passe avec les outils, alors là je parle plutôt de la simulation aérienne, hein, parce que dans le réel on peut pas trop s'amuser à ça. Mais dans la simulation aérienne, le risque qu'il y a, alors moi attention, hein, une fois de plus, ce n'est surtout pas un jugement de valeur, hein, que les choses soient claires. Moi je dis ce que je pense, mais je ne juge surtout pas les gens. Mais le risque, quand on fait des vols comme on fait là sur le forum, que chacun met ses fichiers PLN de ci, PLN de ça, les fichiers SDVFR, les fichiers plangés, les fichiers machin. Le risque, c'est quoi? C'est qu'on rentre ça dans l'ordinateur et qu'ensuite, tout bêtement, qu'est-ce qu'on fait pendant son vol? Au lieu de voler, on colle l'avion sur le trait et on suit le trait, quoi. Voilà. Alors, c'est un plaisir comme un autre. Une fois de plus, je ne juge pas. Mais franchement, en faisant ça, moi je me dis, mais il est où le plaisir de naviguer, quoi? Il est où le plaisir? Parce que si c'est juste se tenir une machine en la tenant collée sur son trait, à se dire, oh putain, j'ai un peu trop, hop, j'en remets encore à gauche, un petit coup à droite. Ah, ça y est, on va arriver sur le château, il est où?
ça enlève un peu de plaisir quand même. C'est mon sentiment, hein. C'est faire certainement pas celui de beaucoup d'entre vous, mais en tout cas, c'est mon sentiment. Essayez un jour de vous amuser à faire un vol. Alors, mettez le GPS, parce que c'est idiot de dire, oh, mais pas le GPS. Mais si, il faut le GPS, parce qu'on se perd aussi, quand même, hein. Si on fait vraiment du vol, comme je vous le dis, si on n'est pas habitué, au bout d'un moment, on va s'azimuter, quoi. Mais, et amusez-vous à faire un petit vol simple. Vous décollez, par exemple, de Carcassonne. Vous allez vous faire, je sais pas, moi, le château de la Tour, Minerve, et vous allez vous poser sur le petit aérodrome de Narbonne. C'est un vol qui va durer 20 minutes, hein. Il faut trouver les deux châteaux. Mais n'utilisez pas le GPS, hein. Vous faites un petit log où vous mettez les deux caps qui vont vous permettre de rejoindre les deux points tournants avec la distance par rapport à la machine que vous avez utilisée. Et amusez-vous avec ça. Vous allez voir, c'est le pied. Parce que là, pour le coup, vous avez l'impression d'être en liberté totale, parce que vous avez plus l'œil qui va être rivé sur votre GPS et sur le trait rose en vous disant il faut que je tienne le trait, j'y vais y arriver. Non, là je regarde ma montre, dans une minute pour voir il est où le château. Et là vous allez chercher dans la vue cockpit virtuelle, ou si vous n'avez pas une bonne vision, vous mettez en vue extérieure, c'est pas très grave. Et là vous allez commencer à essayer de chauffer. Putain, il est là le château. C'est pas mal. Finalement j'avais pris un bon cap. Vous passez vertical du château, le cap suivant c'est combien? J'avais noté ça. Crac, je vire, je tiens béton de mon cap jusqu'au château suivant. Et là, vous allez chercher. C'est une espèce de chasse au trésor, quoi. Et vous allez voir que vous allez découvrir une façon de piloter qui est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire parce que c'est un espace, un mélange. Moi, qui en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup un mélange, je suis honnête. Mais c'est un mélange de course d'orientation où la course d'orientation, on a sa boussole, on a la distance entre chaque point et le but, c'est de trouver la balise, poinçonner son carton et aller chercher la suivante. C'est le pied, quoi. Si vous faites une course d'orientation au GPS, franchement, c'est à chier, quoi. Si le GPS, il vous dit, avancez de 3 mètres, faites 4 pas à gauche, clac, oui, il est là, crac, on perd tout ce plaisir. Enfin, ça, c'est mon sentiment, hein. Donc, la navigation en VFR, comme je la présente là, elle fonctionne excessivement bien avec un GPS ou des outils adaptés. Mais sincèrement, si vous utilisez le log, et que vous essayez de vous y tenir, vous allez voir que c'est le pied. Et idéalement, ce qu'il faut faire au début, d'ailleurs, c'est utiliser le log de navigation et le GPS, quitte à rentrer d'ailleurs le plan de vol dans le GPS, mais essayez de faire l'effort de travailler au log et de dire, bon là, vraiment, putain, je suis où j'en suis, un petit coup d'œil au GPS, oui, c'est bon, ça va, je suis pas trop azimuté, je suis dans le bon truc, je reprends mon log. Et vous allez voir que ça va complètement vous changer la vie, très très sincèrement. D'ailleurs, j'ai mis une vidéo sur le log de navigation où j'explique comment on l'utilise en vol sur un Cessna, sur le simulateur, hein, entre Carcassonne et Perpignan, où on passe 2-3 châteaux, ou 2-3 villes, je sais plus très bien. Et ben vous verrez que ça marche admirablement bien, quoi. Voilà. J'ai eu l'occasion d'en parler une fois ou deux sur le forum. Il y a 1 an de ça, quand je faisais des vols, j'avais pas plongé, etc., où j'utilisais pas trop à ce moment-là, et je peux garantir que dans le simulateur, on se perd à la vitesse de la lumière. Et quand je dis perdu, c'est perdu. On est vraiment largué. Pour retrouver des points de repère, c'est foutu. Bon, il se trouve que c'était en région parisienne et dans les jours précédents, j'avais repéré un aérodrome. Je ne sais plus si c'était Nangis ou Tressilly plutôt. Et quand je l'ai retrouvé, au bout de 5-10 minutes à tourner un peu en rond, j'étais content et j'ai réussi à retrouver les copains plus tard, quoi. Parce que je connais la région aussi après. J'ai navigué en fonction de ma connaissance de la région à la louche dans les caps. Mais j'ai fini par les retrouver au bout d'une demi-heure. Mais c'est vrai que c'est génial. C'est vrai que c'est génial. Quand on arrive à faire ça, c'est fun. T'as raison, hein. T'as raison fun. parce que, alors évidemment, quand on vole là, on a la chance d'avoir des scènes de toute la France. Donc, l'intérêt, c'est aussi de voler dans des endroits qu'on connaît pas. Et forcément, quand on connaît pas les repères visuels au sol, il n'y a pas plus un village qui ressemble à notre village, pour savoir. Bon, donc c'est sûr, c'est pas facile. Mais d'où l'intérêt d'utiliser la leçon qui viendra dans le mois prochain, ou en flanquant avec un VOR, avec un VOR. Allez, avec 2 VOR, là c'est le summum. Avec 2 VOR, en moins de 30 secondes, vous connaissez votre position sur la carte, sans GPS évidemment, parce que le GPS, ça sert à rien. Avec un VOR, en triangulant sur deux fréquences, vous verrez j'ai préparé la présentation, vous verrez qu'on peut facilement se repérer sur une carte. C'est ce que j'avais marqué tout initialement dans le préambule. J'avais marqué qu'il faut 3 choses il y a 3 raisons à préparer son vol. C'est effectivement de faire un log pour donner des caps et des distances entre chaque point. Bon, on va le voir de suite. Il y a en permanence savoir où je suis sur la carte. En permanence. Alors évidemment, le GPS, il vous donne le travail en temps réel. En temps réel, vous savez, vous avez qu'à suivre l'avion qui se déplace. Mais
coupez le GPS pendant un quart d'heure sur un vol, vous le regardez pas, et vous continuez à faire votre vol et essayez de dire, tiens, je vais essayer de trouver le prochain point tout seul, maintenant que je suis sur la bonne voie. Et bien, vous verrez que ça demande forcément plus d'efforts. Alors après, pour certains, ils vont dire, oh putain, c'est chiant, moi, ça me casse les couilles, son truc, je préfère faire au GPS. C'est, une fois de plus, je ne juge pas, j'explique juste que on peut très bien voler sans forcément suivre en permanence un GPS. Moi, ça m'est arrivé une fois sur la Camargue avec l'iPad, où l'iPad, pourtant, du Apple, c'est fiable. Hein, et bien l'iPad, il m'a perdu les satellites. Hein, Air 9 Pro, il était dans les choux. Et bien, à force de voler au GPS, au bout d'un moment, putain, merde, je tirais sur Arles alors qu'en fait, je partais sur Tarascon, quoi. Bon, il y avait une erreur de 30 degrés. C'est pas énorme, mais ça commence à faire. Donc, comme quoi, quand on s'en remet trop aux instruments, aussi bien en réel qu'en virtuel, d'ailleurs, hein, c'est la même chose. Hein, parce que faut pas croire, hein, en réel, on se perd comme en virtuel. Hein, il y a des gens de l'aéroclub qui se sont perdus dans la CTR. Hein, au-dessus de Carpentras, ils trouvaient plus Avignon, quoi. Donc c'est vite fait, un peu de brume, le mec à la radio qui te parle que tu comprends ce qu'il te dit, un avion qui t'arrive en face, information de trafic, avion en face, information de trafic, dans vos 12 heures, information de trafic, vous commencez à psychoter, putain mais je le vois pas, on a vite fait de perdre ses moyens quand même. Hein. Donc voilà, tout ça pour dire que au niveau du log de navigation, je vais avancer un petit peu pour pas que la soirée s'éternise de trop, même si on arrive sur le final. Je vais vous parler du log de navigation et ça va peut-être indirectement répondre à la question. C'est, si j'ai bien compris d'ailleurs ton interrogation, c'est comment je fais bon sang pour trouver mes châteaux si j'ai pas de GPS. Eh bien en fait, si tu construis ton log de navigation où tu as rentré tous tes points avec les distances, les caps à prendre entre chaque point et les altitudes. Oh, bon, altitude, ça paraît évident, mais disons déjà dans l'immédiat, si tu as les caps entre chaque point et la distance et le temps entre chaque point, logiquement, avec une montre et un stylo, puisqu'il faut remplir le log. Hein. Le log, il se remplit, il se construit au fur et à mesure qu'on avance dans le vol, puisqu'on met les heures de passage et donc on estime l'heure du point suivant. On doit y arriver sans aucun problème. Alors évidemment, la difficulté, c'est de faire des vols avec des branches. Je rappelle ce qu'appelle la branche, c'est-à-dire c'est le tronçon entre deux points tournants. Si ce tronçon, il est trop long, hein, du style 30 ou 40 nautiques, ce qui fait 70 km, enfin 60 km, allez. 60 km, si vous avez un gros vent de travers et que vous gérez pas votre dérive, au départ, vous allez prendre une direction du point suivant. Et au bout d'une demi-heure, vous allez passer à 25 km du point. Hein. Pour information, sachez que les premiers vols transatlantiques, quand les mecs ils traversaient l'Atlantique en avion, je parle pas de Lindbergh, hein, je parle de vols commerciaux, hein, ou les super constellations, là, quand ils avaient les espèces de bulles qu'avec les sextants, les mecs qui regardaient les étoiles. Hein. Il faut savoir que sur une traversée Amérique-Europe, hein, il y avait une erreur de 100 km. Hein. 100 km, et pourtant les mecs ils avaient des passagers derrière, hein. Donc c'était quelque chose qui était comme ça, hein. On savait qu'il y avait un gros probabilité d'erreur parce que le système de navigation il était ce qu'il était. Donc et ça les empêchait pas les gars d'amener des passagers et de traverser le monde comme ça. Donc nous aujourd'hui on a une rigueur, etc. Bon, faut vivre avec son temps, hein, une fois de plus, mais quelque part on peut très bien faire un vol de Château-Qatar avec une montre et un cap. Ça suffit amplement. Alors je dis pas que vous n'allez pas tourner pour les trouver les châteaux, parce que même des fois au GPS, putain on les trouve pas les châteaux. Quoi. Putain, il a fait le château quoi. Oui, bien sûr. C'est vrai que pour ça, Pascal a raison quand même. Dans la vraie vie, on a une meilleure visibilité, une meilleure vision des choses que dans le simu. Quoi. Hein. Faut être franc. Hein. Des fois le simu, surtout tout dépend de l'avion qu'on prend en plus. Hein. Si vous prenez dans un simu, si vous faites des vols avec des avions style Baron 58 ou PR34, là les bimoteurs, vous pouvez pas faire du VFR avec ça. Quoi. C'est des ailes basses hein, avec les deux gros moteurs. En vue cockpit virtuel, on voit pas de zob, hein, c'est pas possible. Les meilleurs avions pour faire du VFR en vue cockpit virtuel, ça reste des avions comme dans la réalité d'ailleurs, c'est plus facile, hein, c'est des ailes hautes, des Cessna ou des avions comme ça. C'est quand même plus simple. L'aile basse, hein, en cockpit virtuel, quand même, vous masque une bonne partie du sol, surtout si vous voulez regarder sur les côtés. Voilà. Mais ça n'empêche pas qu'on peut très bien faire des vols VFR en Piper, en PA28 ou en DR400. Hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais après, rien n'empêche de se mettre en vue extérieure. Quoi. Il faut pas non plus être l'intégrisme de l'aviation. Je fais comme les vrais. Quoi. Faut quand même. Je pense qu'il faut faire la part des choses.
Bon, j'avance un petit peu, ça permettra peut-être de répondre aux questions précédentes. Donc là, je suis dans la diapositive qui s'appelle Construire sa navigation, où on a une petite carte à gauche, un grand log en grand, et en travers, il y a le log de navigation en VFR. Voilà. Donc, diapo suivante. Donc, construire sa navigation. Donc, je vous ai fait un petit zoom sur un log déjà tout fait. Voilà. Alors, première lecture du log. Donc, vous voyez que le log de navigation, bon, il n'y a pas un modèle de log, hein. Chacun fait le modèle qu'il veut. Ça, c'est des modèles qui sont extraits des logiciels de navigation de François Fouché, par exemple. Donc, vous voyez que sur la première colonne, on a toutes les altitudes, on a les 3 valeurs d'altitude. C'est-à-dire la valeur du milieu, en fait, c'est la valeur qu'on va utiliser. Voilà, on a décidé que pour faire le vol, je vais me mettre à cette altitude-là. Ensuite, il y a une altitude mini et une altitude maxi. Alors, me dire, putain, ouais, mais lui, il vole à 1000 pieds alors que l'altitude mini est à 1300. Oui, c'est vrai que dans cet exemple-là, c'est particulièrement gratiné, mais enfin, il doit y avoir une raison. Bref, pourquoi il y a une altitude maxi? Parce que, par exemple, prenez le cap de la région parisienne. Si vous volez trop haut, vous risquez de rentrer dans la classe A qui est interdite au vol VFR. Donc, vous aurez une altitude maximum à ne pas dépasser pour éviter d'emplafonner une zone qui se trouve au-dessus de vous. La zone mini, bon, elle est en règlement, en général, elle est gérée par le relief, hein, parce que si vous tapez le relief, vous êtes mort. Alors, une altitude minimum de sécurité, pour information, c'est le relief le plus haut sur une distance de 10 nautiques, c'est-à-dire 5 nautiques de part et d'autre de votre avion, avec une majoration de 500 pieds. Voilà, c'est compliqué. Hein, donc là, on a 1300 pieds en altitude de sécurité. Ça veut dire qu'en réalité, le point le plus haut à 5 nautiques de part et d'autre de mon avion se situera à 800 pieds. Donc à 1000, je passe. Mais par contre, je serai en infraction si je passe vraiment à la verticale. Hein. Voilà. Ça, c'est la première colonne. Donc, si je veux aller de LFFE à LFFE novembre, le point novembre, c'est le pont sur la nationale 1. Bon, ben je décolle de LFFE, je prends un cap au 322 degrés sur 5 nautiques et il me faudra 3 minutes. Alors, la première branche, elle est toujours bidonnée parce que quand vous allez décoller de FFE, vous êtes à vitesse 0 au moment où vous allez attaquer le décollage. Lui, le logiciel, il a calculé ce temps à la vitesse de croisière à laquelle que vous allez. Donc, ce temps-là, il faudra toujours le majorer. Alors, ce qu'on vous fait faire au début, quand on fait les premières navigations en instruction, pour prendre le cap 322, c'est au milieu de la piste. Si vous décollez, que vous prenez toute la piste. Si vous prenez un cap 322, vous arriverez jamais au point novembre, puisque dans l'absolu, pour arriver au point novembre, il aurait fallu prendre le cap 322 au milieu de la piste. Donc, ce qu'on vous fait faire en instruction, les premières navigations, on décolle du terrain, on monte, on fait un virage et on se reporte vertical. Et une fois qu'on passe vertical du terrain, on déclenche le chronomètre et on prend le cap, dans l'occurrence 322, pour arriver sur le point novembre. Quand j'arriverai au point novembre, LFFE novembre, eh bien, de 1000 pieds, je vais monter à 1500 pieds parce que j'ai calculé, j'ai préparé ma nav, parce que je sais que si je reste à 1000 pieds, il va m'arriver un pépin. D'où l'intérêt de la préparation. Hein. Des fois, on vole, on dit « Oh putain, la montagne, tu crois qu'on va la passer ?» Ben, si tu as suivi ton log et que tu l'as fait, tu peux pas la manger, ta montagne. Voilà. Donc, 1500 pieds, je prends un cap au 80, pendant 21 nautiques, 11 minutes. Bon, mais pendant 11 minutes, je vole au 80 degrés. Et au bout de 11 minutes, s'il n'y a pas de vent, normalement, je devrais arriver à Nanteuil-le-Haut-Douin. Voilà, etc., etc., etc. Voilà comment, en fait, on va progressivement avancer dans sa navigation. Donc, j'ai appuyé sur la... Oui. Je peux dire juste une petite chose. Bien sûr. En réel. Il y a une chose qui est absolument importante, c'est, Graou l'avait dit, et en réel, c'est ce qu'on fait tous, c'est le doigt sur la carte. Parce que le log de nav, effectivement, c'est très très important, mais en fait, il faut tout le temps avoir le doigt sur la carte et se reporter à justement ce qu'on voit sur les points tournants. Exactement. Et effectivement, ça, c'est la technique que te donnent les instructeurs parce que ce que j'expliquais, c'est pour qu'en permanence, on soit capable de savoir où on est. En permanence. D'ailleurs, quand on fait les premières navigations, l'instructeur, au bout d'un moment, il vous dit, bon, alors, vous êtes où, là? Ouais, je suis là. T'es sûr, t'es là? Alors, toi, t'es sûr que t'es là, hein, mais, putain, il te dit, t'es sûr? Donc, je vais dire une connerie encore. Merde, alors, il me met le doute, ce con-là. Ouais, je suis là. Bon, ça va, c'est bien. Continue. Tu continues. Et puis à un moment donné, il te dit, expérience vécue, hein, on passe les gorges de l'Ardèche. Ouais, c'est bon, gorge de l'Ardèche. Hein, après, il y a 2-3 cours d'eau.
tranquille, hein, je sais où je suis. Il me dit, on est où là? Bah, je lui dis, on est là. Il me dit, t'es sûr qu'on est là? J'ai dit, putain, mais oui, je suis sûr, regarde, le ruisseau qui est devant, il est sur la carte. Il me dit, t'es sûr qu'on est là? Je dis, oui, le ruisseau qui est là, il est sur la carte. Et ben il dit, ben non, on n'est pas là, on est un peu plus haut. Le ruisseau que tu vois là, devant toi, c'est le ruisseau qui a derrière nous sur la carte. Alors ça, c'est un truc qui est incroyablement, c'est-à-dire le facteur humain. C'est-à-dire qu'il y a des moments, on est tellement persuadé d'un truc, pourtant, devant nous, tout nous prouve le contraire. Eh bien, il faut qu'on s'imagine que ce qu'on voit devant nous, c'est ce qu'on veut absolument qu'il se passe. Même si on dit une grosse connerie, notre esprit en est convaincu, quoi. C'est inimaginable. C'est pour ça qu'il faut en permanence suivre effectivement avec son doigt ou mentaliser la position où on est. Voilà, ça c'est un truc. Alors effectivement, les GPS aujourd'hui nous facilitent grandement la tâche. C'est pour ça qu'il faut pas non plus être idiot, dire moi je prends pas le GPS, je vole à la carte, à la montre. Faut pas non plus machiner. C'est une aide. Ceci étant, si on veut s'amuser à faire du vol de château Qatar, où l'idée c'est de retrouver les châteaux, un peu à la chasse au trésor, course d'orientation, c'est plus excitant de se démerder avec son cap, quitte à un petit peu grenouiller et chercher. Voilà. Je poursuis. Je suis dans la deuxième colonne, alors c'est la diapo suivante, route magnétique, d'accord. Donc en fait la route magnétique, c'est la route, on dit que c'est le cap plus ou moins le vent. J'ai pas trop envie de rentrer dans les détails là-dessus. Bon, vous avez compris que sur le log, on fait le log à partir d'une carte, d'accord. Donc sur la carte, entre le point A et le point B, on va avoir par exemple une route de 324 degrés. C'est ce qui a été mesuré par le logiciel ou avec la règle aéronautique, l'espèce de rapporteur, etc. Bon, ça c'est ce qu'il y a sur la carte. C'est une route. La route, elle est immuable. C'est entre le point A et le point B. Le problème en avion, quand on vole, il y a du vent. Et le vent, il va nous pousser tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. C'est très rare qu'il y ait pas de vent ou que le vent, il nous pousse ou qu'il y en ait de face. Il y a toujours une composante de vent de côté. Ce vent va nous pousser tantôt à gauche, tantôt à droite de cette route. Donc, pour corriger cette dérive générée par le vent, le nez de l'avion ne va plus suivre la route qui est notée sur la carte, sur le log, mais il va suivre ce qu'on appelle un cap. Ce cap, lui, va tenir compte du vent. C'est pour ça que je dis que la route, c'est égal au cap, c'est-à-dire le nez de l'avion, en rajoutant ou en diminuant le vent qui va nous pousser. Alors le vent en degrés, pas en nœuds, évidemment. Voilà. Donc, sur la carte, on met la route magnétique. Ça, c'est ce qui est marqué sur le log. C'est le jour, oui, où je fais mon log. Ça, c'est dans la vraie vie, mais je vous dis franchement, ça se fait assez rarement quand même. Mais ça se fait quand même. C'est-à-dire que vous allez faire votre log et vous allez noter toutes les routes. Alors, vous voyez sur la la colonne CMRM, le RM, c'est le petit chiffre, qui est en bas, 324, 084, 156. Ça, c'est ce qu'on marque le jour où on fait le log avec ma carte. Et puis quand j'arrive à l'aéroclub, je prends ce qu'on a vu tout à l'heure, la WinTem, la fameuse WinTem, la carte des vents, et on sait que par exemple, sur ce tronçon LFFE et Nanteuil, là, dans ce coin-là, on a un vent qui vient d'une direction. Ça reste approximatif, on n'est pas les prévisions météo, les données météo, elles fluctuent. Mais on sait qu'on a un vent de tant de nœuds qui va arriver de tel endroit. Donc on va déterminer, attention, sur cette branche-là, je vais avoir une dérive de 2 degrés. Vous voyez, de 322 à 324, j'ai une dérive de 2 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre ma route que j'ai calculée sur ma carte et le nez de l'avion qui prendra le cap 322, les 2 degrés d'écart, c'est le vent qui va pousser. Donc ça, on le met en compte. Donc en fait, juste avant de monter dans l'avion, je vais remplir en noir 322, 80, 158, 185, parce que j'ai calculé en fonction du vent qu'il y a sur les cartes de vent, j'ai calculé la dérive et donc le cap que je devrais prendre avec mon avion qui va tenir compte de cette dérive-là. Pourquoi? Parce que si entre LFFE novembre et Nanteuil, j'avais calculé que j'avais une route magnétique de 0,84. Si je tiens 0,84 au point novembre, je trouverai jamais Nanteuil, je vais y passer à côté. Parce que mes 4 degrés sur 21 nautiques, autant vous dire que le point, je vais le laisser quelques kilomètres sur mon côté. Donc il faut que je respecte cette route magnétique, et pour la respecter, je mettrai mon avion aux 80 degrés, toujours le nez face au vent, pour pouvoir compenser, donc l'avion va avancer un petit peu en crabe. Voilà, pour rejoindre le point qui m'était fixé. De la même manière, j'appuie sur ma diapositive, je vais retrouver la distance qui est en nautique. Voilà. Alors cette distance, elle est immuable, qu'il y ait du vent ou qu'il n'y ait pas de vent, ça change rien. C'est une distance que j'ai calculée sur ma carte quand j'ai préparé mon vol. Alors le gros chiffre, c'est la distance qu'il y a entre chaque point tournant.
5, 21, 19. Et le gros chiffre en dessous, 258, 253, 232, c'est la distance qui me reste à parcourir. Et le petit chiffre en haut, c'est la distance cumulée. Bon, là, je veux dire, on se pignole, hein, parce que, franchement, bon, c'est bien que ça y soit, mais bon, après, trop d'informations tue l'information. Moi, dans les logs que je fais, la distance qui me reste, c'est la distance que j'ai fait, je la mets pas parce que ça, je trouve que ça fait trop de chiffres. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc là, on a la distance. On appuie sur la diapo, et là, par contre, on arrive sur un truc qui va un peu piquer les yeux, c'est le temps. Pourquoi? Parce que le temps, en fait, pour rejoindre chaque point tournant, en fait, il dépend de deux paramètres. Il dépend, enfin même de trois paramètres. Il dépend du paramètre de la distance. Évidemment, plus la distance est longue, là, 21 nautiques pour la deuxième branche, je mets 11 minutes. Donc 21 nautiques, 11 minutes. 21 nautiques, c'est la distance. Donc cette distance va me générer un temps. Mais ce temps, il est tributaire de deux autres facteurs. Il est tributaire de la vitesse de ma machine. Hein, si je vole avec un petit coucou ou si je vole avec un AlphaJet, forcément la vitesse va être différente. Et la vitesse va influencer le temps. Mais il y a aussi un troisième paramètre, c'est le vent. Parce que si j'ai du vent de face ou si j'ai du vent dans le cul, eh ben ça va augmenter ma vitesse ou au contraire ça va me la diminuer. Et forcément ça va jouer ici sur mon temps. Et ça, par rapport à la WinTem, hein, je vous répète, la fameuse carte des vents, eh bien, je vais savoir si le vent, il va me pousser ou si au contraire, il va me freiner. Alors, l'intérêt d'utiliser des logiciels aujourd'hui qui se synchronisent avec la météo réelle, c'est que tous ces calculs-là, vous appuyez sur un bouton, le truc, il se démerde. Le seul truc qu'il faut souhaiter, c'est que le logiciel, il n'est pas tapé dans les gamelles, qu'il n'ait pas téléchargé la météo de la veille, parce que vous aurez aucun moyen de le vérifier. Donc, c'est quand même un risque en météo réelle de se fier uniquement à un logiciel en cliquant sur des boutons, en disant c'est bon, il me l'a fait tout seul et roule ma poule, je monte dans l'avion. Voilà. Bon, en simulation, on va pas se faire des nœuds cerveaux, ça peut marcher très très bien, hein, en faisant comme ça. Voilà. Donc, je prends par exemple ma deuxième branche, LFFE novembre en Nanteuil, 80 nautiques, c'est ce que va prendre le nez de mon avion. Donc, au conservateur de cap, je vais prendre 80 degrés. 21 nautiques, ça c'est pour mon info, et pendant 11 minutes. Voilà. Et en 11 minutes, normalement, je devrais arriver au village de Nanteuil. Alors même si j'ai jamais vu Nanteuil de ma vie, j'ai quand même une carte sous les yeux, j'ai une montre, je suis passé au point de novembre à midi. Bon, à midi 11, je dois arriver à Nanteuil. Donc si à midi 10, je vois toujours pas de village autour de moi, je commence à me poser des questions. Par contre, si je commence à avoir 12 villages, là, la difficulté, c'est putain, mais alors Nanteuil, c'est lequel? D'où la quatrième colonne que j'ai pas mis là, qui sont les flanquements qu'on verra à la prochaine séance. Voilà, on clique un coup de plus, et là on a le descriptif du point tournant qui vous permet d'avoir des informations. Alors regardez, il y a un point tournant qui est très très intéressant, c'est le 4e, c'est le VOR de Coulommiers. Vous voyez, Charlie, Lima, Mike, CLM. À côté, il y a l'espèce de rond, de carré, c'est pas en braille, c'est pas pour les malvoyants. C'est tout simplement, en quoi que ça aussi ça pourrait être pour les malvoyants puisque c'est du Morse. C'est le code Morse. Et oui, on en est encore là. C'est-à-dire que quand on règle la fréquence VOR sur son VOR, sur sa fréquence NAV1, par exemple sur son avion, vous avez la possibilité, même sur FSX ça marche, d'identifier le VOR. D'accord? Donc quand vous allez vous mettre sur 112,90 MHz, vous allez appuyer sur Ident et vous allez entendre le code Morse de Charlie, de Lima et de Mike. Donc Charlie c'est tiré rond, tiré point, point. Lima c'est point, tiré, point. Et M, Mike, c'est tiré, tiré. Alors moi je suis nul à chier en Morse, mais franchement c'est pas compliqué. Hein. Faire la différence entre un tiré et un point, ça n'a pas le même son. C'est assez facile en fait. Hein. Pourquoi on fait ça? Parce que il pourrait arriver, par un malencontreux hasard, qu'en vous mettant sur le 112,90, vous ne captiez pas le VOR de Coulommiers, parce qu'il est tombé en panne, et vous êtes parti, vous n'avez pas lu les notames qui vous disaient qu'il était en panne depuis 6 mois. Et malheureusement, par un concours de circonstances, par ionisation de l'atmosphère, vous avez le VOR de Singapour sur 112,90 qui est en train de se reballer sur la ionosphère et vous êtes en train de le capter, quoi. Et du coup, votre VOR, il va se caler sur sa fréquence à lui, et du coup, vous allez avoir des valeurs sur votre cadran VOR qui va être complètement erroné. Bon, dans la réalité, je pense pas que ça arrive beaucoup, ce truc-là. Autant avec les ADF, ça arrive, surtout quand le temps est orageux. Sur les VOR, je doute. Mais néanmoins, dans la procédure radio, chaque fois qu'on se met sur un VOR, par exemple la 112,90, on doit l'identifier à la radio. C'est pour ça qu'il y a toujours le code Morse qui s'affiche. Et là, vous avez le VOR de Coulommiers, voisin. Donc, pour aller de Nanteuil à Coulommiers,
eh bien, on va prendre un cap au 158 degrés pour rejoindre Coulommiers. Dans la réalité, on ne fera pas ça. Dans la réalité, quand on va arriver à Nanteuil, on va régler son VOR sur 112,90, on va régler l'OBS du VOR, Dixit, la prochaine leçon, sur 158 degrés, et il va falloir que vous gardiez l'aiguille bien droite du VOR, et il va vous amener tout seul à Coulommiers. Voilà. Et pareil, quand vous allez partir de Coulommiers pour aller à LFAI, eh bien, vous allez prendre un radial à 185 degrés, vous allez faire ce qu'on appelle une station arrière sur le VOR de Coulommiers, et vous allez vous aider du 112,90, du radio balise du 112,90, et il va vous pousser sur le radial 185 pour vous amener sur le terrain de Nangis, les Loges. Voilà. Donc, en fait, on peut très bien, quand on fait du vol comme ça à vue, hein, parce que là on parle de vol à vue, il n'est pas question de faire du vol aux instruments, utiliser des instruments pour s'aider dans la navigation. Voilà. Alors, complément d'information. Bon, alors ça c'était la petite vidéo, on va pas la passer évidemment. Hein. C'est la petite vidéo, effectivement. Alors la première partie, construction de la navigation, bon, plus ou moins intéressante, effectivement. Mais la dernière partie, ça permet de comment on utilise le log en vol. C'est assez sympa à regarder. À partir de je sais pas combien, la 20e minute. On part de Perca jusqu'à Perpignan.